Nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, les 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays entament ce mercredi 7 mai, le premier jour du conclave, une réunion à huis clos pour élire le successeur du pape François, mort le 21 avril dernier. Reportage signé France 24. C'est l'une des dernières apparitions publiques des cardinaux avant le conclave. Ce matin, les 133 électeurs étaient réunis pour la messe d'inauguration dans la basilique Saint-Pierre. L'occasion pour le doyen d'entre eux de rappeler l'importance de la tâche qui leur incombe. Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit Saint, afin que soit élu le pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant si difficile, complexe et tourmenté de l'histoire. Dans la chapelle Sixtine, tout est déjà prêt. Chaque cardinal s'est vu attribuer une place et un numéro pour comptabiliser les votes. Après chacun des 4 scrutins quotidiens, les bulletins seront déposés dans cette urne et cousus de ce fil rouge pour n'en perdre aucun. Tous les cardinaux prendront place en milieu d'après-midi au pied de la fresque monumentale de Michel-Ange. Et pour maintenir le secret le plus total, comme dans le film Conclave, ils resteront à huis clos au Vatican, coupés du reste du monde au moyen de brouilleurs. Et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. À chaque tour, les bulletins seront brûlés dans 7 cheminées, colorées grâce à des fumigènes, indiquant une fumée noire ou blanche, si l'un des cardinaux obtient 2/3 des voix. L'élu entrera alors dans la chambre des pleurs qui jouxte la chapelle pour prendre conscience de sa charge et enfiler la soutane blanche, déjà prête en 3 tailles. Puis c'est le cardinal français Dominique Mamberti qui proclamera la fameuse formule Habemus Papam, nous avons un pape. Le 267e souverain pontife apparaîtra alors au balcon. Et puisqu'on parle de religion, parlons religion bouddhiste. Justement, la poésie bouddhiste au cœur de la foi bouddhique est empreinte de sagesse et accorde une valeur particulière à la nature. Aujourd'hui, une présentation a été donnée par Liu Xi, éducateur et écrivain chinois au temple Zizou à Janville. Cette journée a marqué la clôture de la célébration de l'anniversaire de Bouddha ainsi que du festival de la culture de la paix dans le monde. Reportage de Saint-Jessena Mireille, Rose Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Janel. La poésie bouddhiste vise à transmettre des messages de sagesse. Elle est souvent pratiquée dans la montagne ou au cœur de la forêt. Cette tradition ancestrale valorise profondément la nature et l'environnement. Liu Xi, enseignant et écrivain chinois, a présenté aujourd'hui au temple Zizou l'importance de cette forme de poésie. Il a également rappelé 5 figures incontournables de la poésie bouddhiste: Wang Wei, Sushi, Hansan, Hongi et Gary Snyder. Bon, le sujet ce matin, je partage devant la scène, c'est à propos les poèmes de Chan. Il faut comprendre aussi, quand on parle de poèmes de Chan, c'est parmi une sorte de poème depuis longue l'histoire en Chine. C'est quoi l'esprit de Chan? Mais ce genre de l'esprit qui peut traduire une vie, une attitude, une philosophie. Une philosophie, il faut, à l'époque des ancêtres, les grands poèmes, ils pratiquent leur vie souvent dans la forêt, dans la montagne. Ils demandent toujours un respect pour la nature. Ils demandent aussi une protection dans leur propre cœur de nature avec l'environnement. C'est la première fois que cet enseignant et écrivain chinois visite le temple Zizou d'Janville. Ce qui l'a particulièrement marqué lors de son arrivée à Madagascar, c'est l'hospitalité chaleureuse du peuple malagasy. J'ai reçu l'invitation pour participer à cette cérémonie de l'anniversaire de Bouddha et en même temps le premier festival de la paix et de la culture et des arts. C'est aussi la première fois aussi j'ai pu découvrir le temple de Zizou. Malgré le séjour, c'était très court, mais j'ai eu une impression très profonde. Et ce n'est pas uniquement pour les événements qui sont organisés, mais j'ai senti une gentillesse du peuple malgache.
J'ai senti aussi un cœur pur, plein d'amitié de leur côté. À l'occasion de sa visite, Maître Wool lui a remis le trophée professeur invité au Conservatoire de Madagascar. Liu Tsi a également offert un poème à son hôte. Les célébrations de l'anniversaire de Bouddha ainsi que du Festival international de la culture et de la paix, organisé durant 3 jours au temple Sidzu à Janville, se sont achevées aujourd'hui. Et les élèves du lycée Marif International de Madagascar se sont distingués lors du concours scientifique qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 29 avril dernier. Ils ont remporté le premier prix dans la catégorie de la recherche scientifique visant à aider les personnes en situation de handicap. Leur projet, une innovation technologique destinée à assister les malvoyants, a été présenté face à des concurrents venus de 22 pays du monde. Reportage de Anza Radonarvel et Oubra Samanan. Ces 2 élèves, Anjamiam Ivan Guyaniel et Miazatina Ngunyar, en classe de terminale au sein du lycée Marif International de Madagascar, ont porté haut les couleurs de Madagascar face à 4000 participants venus de 22 pays lors du concours dénommé Science Fest Abidjan 2025 en Côte d'Ivoire. Ils ont participé dans la catégorie technologie au service du handicap et ont décroché le premier prix grâce à un gant intelligent capable d'aider les personnes malvoyantes. Ce projet utilise le même principe. Nous avons ici un capteur ultrason, un capteur qui émet des ondes ultrasoniques. Et ces ondes font rebondir sur des objets, comme un mur ou peut-être même une personne par exemple. Et le temps qu'ils mettent pour venir va nous indiquer la distance exacte entre le gadget et l'obstacle en question. Eh bien, tout d'abord, il va mettre le gant sur sa main. Ensuite, il va pointer comme ça. Et si un obstacle se dresse en face de lui, eh bien, une voix va indiquer un tel obstacle se situe à une telle distance. Pour aveugle actif, obstacle moins de 25 cm. 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 Ils affirment qu'ils ne comptent pas s'arrêter là et vont continuer à améliorer leur invention. Eh bien, nous avons envisagé 2 améliorations. L'un est d'intégrer un module GPS afin que les proches ou la famille de la personne aveugle puissent le localiser en temps réel pour plus de tranquillité et de sûreté. Et une autre perspective d'avenir serait d'ajouter un système de reconnaissance de l'obstacle. C'est-à-dire, la personne pourra non seulement savoir qu'un obstacle se trouve en face de lui, mais il pourra aussi savoir quelle est la nature de cet obstacle. Notre école possède une salle d'informatique et de robotique. Donc, cela nous a permis de mieux concevoir cet appareil et d'en apprendre plus. Suite à cet exploit remarquable, l'ambassadeur de Turquie à Madagascar a tenu à les féliciter personnellement et leur a remis une reconnaissance officielle pour les encourager dans la poursuite de leurs recherches. La fois que les élèves de l'école Marif obtiennent un prix de cette importance, il y a de cela quelques mois, d'autres élèves ont obtenu des prix dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, ce sont 2 élèves dans le domaine scientifique. Je les félicite de tout cœur. Ce projet est un grand projet avec beaucoup d'avenir. Je pense que beaucoup de gens malvoyants, non-voyants à travers le monde ont besoin d'un tel équipement. J'espère que vous continuerez dans cette voie-là. J'espère que plus tard, vous travaillerez sur un prototype encore plus élaboré. Et cette invention, je l'espère, permettra à beaucoup de gens de pouvoir voir les obstacles et d'être évidemment beaucoup plus indépendants. Je vous félicite beaucoup, je félicite beaucoup le responsable
de l'école Maarif. Il est à noter que ce concours scientifique organisé à Abidjan a rassemblé plus de 4000 participants issus de 22 nations. Toujours dans cette page sociale, parlant insécurité, les députés élus à Bessalimp et Mantrane unissent leurs forces pour lutter contre l'insécurité dans la région de Mélec. Parmi les stratégies adoptées en collaboration avec la gendarmerie, le gouverneur de la région et le préfet figure le soutien apporté à des milliers de jeunes hommes repentis afin de faciliter leur réinsertion dans la société. Cette initiative a d'ores et déjà porté ses fruits selon les explications, car une baisse du taux d'insécurité a été constatée, permettant désormais à la population de se concentrer sur le développement. Toutefois, il lance un appel pour renforcer la sécurité et demande l'augmentation de l'effectif des gendarmes déployés sur le terrain. Reportage signé Mirvoulas Ferran sur les images de Asna Rafalzonari. Auparavant, à cause de l'insécurité, les habitants de la région de Mélec étaient contraints de dormir cachés dans des grottes ou dans les champs et ne pouvaient même pas dormir chez eux. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, affirment les députés élus dans les districts de Mantrane et de Bessalimp. Leur stratégie a consisté à convaincre les jeunes à se repentir. Environ 2000 jeunes pour Mantrane et 1000 pour Bessalimp ont ainsi été concernés. Ces résultats ont été obtenus grâce à des dialogues menés directement sur le terrain par les élus et les autorités locales avec ces jeunes hommes. Une population en sécurité est une population productive. Au-delà de la lutte contre l'insécurité, les députés sollicitent également la collaboration de l'exécutif pour améliorer l'état des routes et les transports en général, afin que les habitants puissent écouler leurs produits. Pour Bessalimp en particulier, ils espèrent l'ouverture d'une liaison maritime avec Mahazang. Les deux députés de la région de Mélec soulignent également leur collaboration avec plusieurs ministères pour répondre aux besoins des habitants et permettre à la population de bénéficier du développement promis par le président de la République. La mise en place d'un grand station de pompage fonctionnant à l'énergie solaire avance à Vuipen ou dans la région Fitvnan. Il s'agit de puiser de l'eau via la rivière de Matitanan. Plus de 700 hectares pourront être irrigués une fois le projet achevé. Cette infrastructure est une solution durable pour les agriculteurs afin d'atteindre la transformation agricole, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Reportage de Aniana Martina. Cette infrastructure d'irrigation d'eau, la plus importante jamais construite pour le secteur agricole à Madagascar, sera implantée à Vatmas dans le district de Vuipen, région de Fitvnan. Il s'agit d'une station de pompage fonctionnant à l'énergie solaire. Elle permettra d'irriguer environ 700 hectares de rizières avec une possibilité d'extension jusqu'à 1400 hectares une fois le projet achevé. Les agriculteurs de Vuipen, déjà fortement affectés par les difficultés dans le domaine agricole, bénéficieront considérablement du fonctionnement de cette infrastructure. Comme l'a déclaré le président Anjradzuel, l'agriculture et l'élevage sont les armes pour lutter contre la pauvreté à Madagascar. Ce projet s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de sa vision. C'est grâce au soutien concret du gouvernement, aux paysans, que cela pourrait être atteint, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministre a également affirmé que la population de Vuipen mérite une infrastructure aussi importante dans une localité où 95% de la population vit de l'agriculture. Le 2 mai dernier, la pose de la première pierre du futur dortoir de l'université de Touliar a été effectuée officiellement par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce bâtiment à un étage pourra accueillir jusqu'à 320 étudiants. Lors de cette visite, la ministre a également inauguré le nouveau laboratoire de l'université, rencontré les étudiants ainsi que les enseignants de l'université de Mandei et a assisté à la distribution des bourses universitaires. Reportage. Les étudiants de l'université de Mandei à Touliar bénéficieront bientôt d'un nouveau dortoir. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement posé la première pierre de cette infrastructure vendredi dernier. Ce dortoir à un étage doublera la capacité d'accueil précédente avec 80 chambres et 8 blocs sanitaires pour 320 étudiants. Il s'agit du premier projet dans le cadre d'un programme du gouvernement de construction de logements d'étudiants. D'autres infrastructures similaires sont prévues à travers plusieurs régions comme Analamang, Buin, Matsachambun et Diana. En outre, l'université de Touliar vient de bénéficier d'un tout nouveau laboratoire. Selon la ministre, la professeure Chamina Lula, le gouvernement accorde une priorité absolue à la mise en place d'un enseignement supérieur de qualité, appuyé par des infrastructures adaptées et modernes.
Lors de sa visite, la ministre a également échangé avec les étudiants, les enseignants et les responsables administratifs de l'université Touliar afin d'améliorer constamment l'environnement de l'enseignement supérieur. Elle a aussi assisté au lancement de la distribution des bourses étudiantes. Toujours dans cette page sociale, les travaux de réhabilitation des routes reliant Atanchkoum jusqu'à Mbudvoun ont été complètement achevés. Les travaux ont duré 10 jours et cela grâce à la collaboration entre la commune d'Anouzat Andjefan et du secteur privé. Le point avec Felana Rakotorsoul. La route reliant Atanchkoum à Mbudvoun dans la commune d'Anouzat Andjefan est endommagée depuis de nombreuses années et n'a pas été réparée depuis. Cette route relie la commune d'Anouzat Andjefan aux communes environnantes telles que Souaven, Ampaetchous et Antanetkel. Ce qui signifie qu'elle compte de nombreux usagers et constitue également un moyen de rejoindre la capitale. 10 jours après les travaux, la route Atanchkoum à Mbudvoun est désormais faite en pavé. Les usagers de cette route peuvent également transporter des produits des communes environnantes passant par la commune d'Anouzat en direction de la capitale. Cette route peut également être utilisée par des camions transportant du gravier, des briques et du sable maintenant qu'elle est terminée. Les habitants qui bénéficient de cette construction ne seront plus victimes d'une route boueuse ou de la poussière pendant la saison sèche. La commune continue d'encourager les usagers de la route, particulièrement les véhicules lourds, à maintenir et à respecter les limites de poids pour éviter la dégradation de la route. Si tout le monde prend soin et fait attention au bien commun, affirment les responsables de la commune, il sera facile d'atteindre l'objectif de faire d'Anouzat un endroit vivable, propre et paisible. Page sportive pour poursuivre ce journal. Comme lors des 3 éditions précédentes, c'est au stade Barriama Masna que se déroulera l'événement sportif dédié aux entreprises médiatiques intitulé Intermédia, tous ensemble sur le terrain, ce samedi 10 mai. 49 équipes participeront aux 3 disciplines au programme. L'objectif de cet événement est de favoriser les échanges, renforcer la solidarité et encourager les rencontres entre les différentes entités du secteur médiatique. Reportage signé Mirvulat Sferen et Nzarhan Jianso. Toujours au stade Barriama Masn, comme lors des éditions précédentes, la compétition sportive Intermédia, tous ensemble sur le terrain, réunira les entreprises de presse. La nouveauté pour cette édition 2025, selon les organisateurs, l'ajout des disciplines pétanque et la tenue d'un défilé. Les disciplines au programme sont le foot à 7, le basketball, la pétanque en doublette masculine et en doublette mixte. Au total, 49 équipes sont engagées. 19 équipes pour le foot à 7, 8 équipes pour le basketball, 17 équipes pour la pétanque. Les organisateurs insistent sur la ponctualité. L'appel des participants est prévu à 6h30 et la compétition commencera à 8h. Des sanctions seront appliquées aux équipes qui ne respecteront pas les horaires. Autre nouveauté pour cette année, la présence de stands de restauration sur place afin de faciliter la journée pour les participants. La compétition Intermédia 2025 se déroulera donc toute la journée du samedi 10 mai. Une réunion technique entre les organisateurs, les représentants d'équipe et les techniciens de chaque discipline a eu lieu aujourd'hui au siège de l'OGM Mbunda. Cet événement sportif s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Fidèle à son nom, tous ensemble sur le terrain, l'objectif est de resserrer les liens entre les professionnels du secteur médiatique et de renforcer la solidarité au sein de la profession. Le groupe Viva participe pleinement à cette compétition avec des représentants dans toutes les disciplines, foot à 7, basketball et pétanque. Et les coureurs qui participeront à la 16e édition de l'UTOP Ultra Trail prévue ce vendredi jusqu'à dimanche se sont préparés 2 mois à l'avance. Au-delà de la course, l'UTOP contribue également au développement du tourisme car plus de 100 participants étrangers issus de 30 pays y prendront part. Reportage de Ruth Christelle Hakout-Malal et Yves Jamil. La pratique du trail demande une grande préparation, aussi bien mentale que physique. Certains débutants ont commencé leur entraînement 1 an à l'avance, tandis que les habitués n'ont besoin que de 2 mois de préparation. En plus de l'exercice physique, une alimentation équilibrée est également indispensable. Pour moi, parce que en tant que femme, on se dit souvent que le trail c'est dangereux, c'est l'aventure, c'est pas très lié à la féminité, on va dire. Et je vais pas vous dire que j'ai pas peur, ça serait mentir,
mais il y a une phrase qui dit que lorsque la peur frappe à ta porte, aie le courage de l'ouvrir pour voir que derrière il n'y a rien. Et donc cette course pour moi, c'est l'occasion d'ouvrir des nouvelles portes, des nouveaux sentiers et de vous montrer à moi comme à tous ceux qui pensent que c'est pas facile, qu'on peut quand même y arriver. Et je vous assure que ça sera pas facile. Au total, 2830 participants se sont inscrits pour cette 16e édition. Ce qui fait sa particularité, c'est la compétition réservée aux personnes en situation de handicap physique. Tout le matériel spécifique pour cette catégorie est déjà arrivé, explique le président de l'UTOP, Rivu Anjamanal. La sécurité a également été renforcée pour cette édition. Le nombre d'aiguilleurs a été augmenté. Davantage d'ambulances et de secouristes sont mobilisés. Au total, 150 trophées seront remis ce dimanche 11 mai. Passons à présent aux actualités internationales. Les rebelles Houthis du Yémen et les États-Unis sont convenus d'un cessez-le-feu, a déclaré ce mardi 6 mai le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Boussaidi, peu après que Donald Trump a annoncé la fin des frappes américaines contre ces insurgés soutenus par l'Iran. Le point avec 124. En proie à des flammes gigantesques, l'aéroport de Sanaa, complètement à l'abandon. Images surréalistes d'avions en feu sur le tarmac de l'aéroport, presque engloutis par les nuages de fumée. Depuis son poste d'observation, Benyamin Netanyahou ne perd pas une minute des opérations menées par ses troupes. L'État hébreu affirme avoir entièrement détruit l'aéroport. Nos avions ont attaqué l'aéroport de Sanaa. L'aéroport qui permet à l'armée terroriste de pénétrer dans l'État terroriste et de tirer des missiles contre nous. À quelques kilomètres, c'est une centrale électrique qui a été prise pour cible. Et la veille, le port d'Hodeïda qui était durement touché. Une montée en puissance des frappes israéliennes et américaines qui auraient, contre toute attente, débouché sur un cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre omanais des Affaires étrangères. À la suite des récentes discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les États-Unis et les autorités concernées à Sanaa, les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. À l'avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb. Quelques minutes avant cette déclaration, c'est Donald Trump lui-même qui affirmait avoir fait capituler les rebelles yéménites. Les Houthis ont annoncé qu'ils ne voulaient plus se battre, du moins c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela, nous arrêterons les bombardements et ils ont capitulé. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont multiplié les offensives contre des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge. Des assauts menés selon eux en riposte à la guerre à Gaza. Ils déclarent via leurs médias officiels poursuivre leurs attaques contre l'État hébreu. Et le président par intérim de la Syrie est reçu aujourd'hui à l'Élysée au moment où les exactions se multiplient contre les minorités. Les détails avec France 24. Un président syrien visiblement décontracté, dribblant en chemise blanche et cravate rouge. Sur ce terrain de basket de Damas, Ahmed Al-Chara épouse les codes des Occidentaux. Des images qui contrastent avec celles du chef de guerre djihadiste. Celui qui portait encore le turban il y a quelques mois, vétéran d'Al-Qaïda, se retrouve aujourd'hui à la tête de la Syrie. Et pour son premier déplacement en Europe, est reçu à l'Élysée. Marine Le Pen dénonce une entreprise de séduction. Aujourd'hui, il pèse une suspicion très lourde sur le président syrien d'organiser ou de couvrir le massacre des minorités, alaouites ou druzes. Et donc je pense que le président de la République, en faisant cela, commet effectivement une provocation. La venue d'Ahmed Al-Chara en France survient au moment où la Syrie est frappée par une série d'attaques visant les minorités du pays ou ciblant des lieux de fête, comme hier dans cette boîte de nuit de Damas. Sous condition,
l'Élysée souhaite proposer son aide à la reconstruction du pays. Une main tendue vue d'un bon œil par la France insoumise. Je crois qu'il y a eu un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait des liens entre la France et la Syrie est effectivement une bonne idée, oui. S'il se plie aux lignes rouges de l'Élysée, le président syrien pourrait voir se lever les sanctions économiques envers son pays. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir. Je vous dis à demain.